Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et c'est pas parce qu'on est en plein mois d'août que ça ralentit, bien au contraire, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence comme souvent avec une actu assez insolite que j'ai trouvée, avec une utilisation assez particulière de ChatGPT. D'après ce post sur X, des femmes utiliseraient la fonction de vision de ChatGPT, donc sa capacité à analyser des images pour déterminer la taille des hommes sur les sites de rencontres, car ces derniers auraient la fâcheuse tendance de mentir sur leur taille et ChatGPT parviendrait à mieux estimer la véritable taille. Et d'après les tests d'utilisateurs sur Reddit, le pire c'est qu'il semblerait que ça fonctionne plutôt bien, il n'y a plus qu'à créer une appli utilisant les API d'OpenAI pour automatiser tout ça. En tout cas, je ne peux que vous recommander de ne pas mentir sur votre taille dans votre description sur les sites de rencontres, parce que maintenant, sans même vous rencontrer, on saura que c'est un mensonge. Une utilisation plutôt amusante de l'IA en tout cas. Et puisqu'on est sur OpenAI, j'ai reçu un mail très important de l'entreprise que je vous partage cette semaine. Alors accrochez-vous bien, car OpenAI m'envoie un mail tout simplement pour me dire que ma demande d'accès via la liste d'attente pour SearchGPT n'a pas abouti et qu'ils ouvriront l'accès à d'autres personnes un petit peu plus tard. Donc un pétard mouillé encore une fois, et d'autres personnes de la communauté sur le Discord l'ont également reçu. On n'est pas prêt d'avoir accès à SearchGPT, mais par contre, vous pouvez avoir accès à une communauté de passionnés de tech et d'IA en nous rejoignant sur Discord via le lien dans la description pour débattre des outils, avoir les dernières news en avance, partager des astuces, des prompts, découvrir de nouvelles IA, bref, partager entre véritables passionnés. On vous y attend, rejoignez-nous. Bon, passons aux choses sérieuses avec une entreprise qui a particulièrement fait parler d'elle cette semaine, Google, avec une conférence spéciale. Google a frappé un grand coup lors de son événement Made by Google en dévoilant une intégration plus poussée de son assistant IA Gemini dans Android, ses applications et également les tout nouveaux appareils Pixel. Parce que l'avantage de Google par rapport à Apple par exemple est qu'ici le géant de la recherche conçoit ses IA et également ses smartphones, contrairement à Apple qui pour le moment dépend pas mal de ses partenariats pour intégrer l'IA. Et donc c'est fini le temps où Google Assistant se contentait de vous dire la météo ou de contrôler vos ampoules connectées. Gemini arrive avec de gros sabots pour révolutionner la façon dont on interagit avec nos smartphones, et l'assistant sera donc profondément intégré au système d'exploitation Android, capable de réaliser des tâches complexes en langage naturel, d'accéder à la caméra pour analyser des images et interagir avec les applications système comme les listes de tâches ou les calendriers. Et sur les nouveaux smartphones Pixel qu'on va voir juste après, Gemini sera au cœur de l'expérience utilisateur. Par exemple, vous pourrez poser des questions sur des vidéos YouTube en cours de lecture ou glisser-déposer des images générées par IA dans des applications comme Gmail. Et surtout, Google met l'accent sur la confidentialité avec le modèle Gemini Nano, le plus petit des modèles Gemini qui fonctionne directement sur l'appareil en local. Les données restent sur votre smartphone, pas d'envoi à un serveur cloud distant grâce à ce modèle. Et donc Google nous promet monts et merveilles avec son assistant nouvelle génération. Par exemple, vous prenez en photo une affiche de concert et hop, Gemini vérifie votre agenda pour voir si vous êtes libre ce soir-là. Ou encore, Gemini pourra vous aider à préparer un dîner en fouillant dans vos emails pour retrouver cette fameuse recette de lasagne que votre tante vous a envoyée il y a plus de 3 ans. Et il pourra même ajouter les ingrédients à votre liste de courses. C'est comme avoir un majordome virtuel dans votre poche. Et Google promet que Gemini va continuer à s'améliorer au fil du temps avec de nouveaux modèles comme Gemini 1.5 Flash et une intégration encore plus poussée dans les services comme le Google Home, Phone et Messages. Et l'assistant devrait être disponible dans 45 langues sur des centaines de modèles de smartphones de différentes marques. Donc pas de panique si jamais vous n'avez pas spécifiquement un Pixel de Google. En tout cas, Google semble enfin passer à la vitesse supérieure dans le domaine de l'IA grand public. Cette intégration plus poussée de Gemini dans l'écosystème Android est très prometteuse. Reste à voir comment ça se traduira en termes d'expérience utilisateur au quotidien. Et parmi toutes ces nouveautés annoncées, on a eu le droit à Gemini Live, une nouvelle expérience conversationnelle qui permet d'avoir des conversations fluides avec Gemini. C'est clairement l'équivalent du mode vocal avancé d'OpenAI, sauf qu'il est déjà disponible pour les abonnés Gemini Advanced aux États-Unis en anglais. Et donc avec Gemini Live, vous pouvez parler avec l'assistant de manière fluide, interrompre Gemini au milieu d'une réponse pour approfondir un point, changer de sujet, mettre la conversation en pause et reprendre plus tard. Bref, une vraie conversation qui semble naturelle, sans la latence qu'on connaît actuellement avec les divers assistants vocaux. Et pour rendre l'expérience plus naturelle, Google a introduit 10 voix parmi lesquelles choisir, et Gemini Live fonctionne même en main libre, donc vous pouvez continuer à discuter avec l'application en arrière-plan, ou lorsque votre téléphone est verrouillé, ce qui est pratique pour
continuer votre conversation en faisant autre chose. Donc Gemini Live est une belle réponse de Google face à OpenAI, surtout en le rendant disponible dès maintenant, alors qu'OpenAI, les abonnés à ChatGPT+, espèrent y avoir accès d'ici l'automne, comme quoi ils en ont sous la pédale du côté de Google. Et vous vous souvenez que Google a eu un certain bad buzz en fin d'année dernière lorsqu'ils ont sorti leur nouveau Gemini, car les vidéos de présentation étaient toutes des vidéos enregistrées, il n'y avait rien de live, rien en direct. Et bien cette fois, ils ont voulu jouer carte sur table et faire toutes les démonstrations en direct pendant la conférence. Et malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ah, les joies des démonstrations en direct, la présentation de Gemini ne s'est pas exactement déroulée comme prévu. Le présentateur a eu droit à un moment gênant lorsque Gemini a échoué non pas une, mais 2 fois de suite pendant sa démonstration en direct. L'objectif était de montrer les nouvelles capacités de Gemini sur Android en se connectant à Google Calendar, Task et Keep. Donc le présentateur a pris une photo d'une affiche de concert de Sabrina Carpenter et a demandé à Gemini de vérifier sa disponibilité pour le spectacle à San Francisco. Et là, rien, nada, le néant. Alors pas découragé, il retente sa chance, deuxième essai et deuxième plantage. On commence à sentir les gouttes de sueur perler sur son front et il plaisante un petit peu nerveusement en nous disant les esprits de la démo ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et heureusement, à la 3e tentative avec un appareil différent, Gemini daigne enfin répondre au bout de quand même 20 secondes qui ont semblé interminables. Heureusement, les tâches suivantes comme définir un rappel pour vérifier les billets et ajouter Expresso à sa liste de courses se sont déroulées sans accroc. Donc ces petits ratés en direct sont finalement assez rafraîchissants. Ils nous rappellent que l'IA, aussi impressionnante soit-elle, n'est pas vraiment infaillible. C'est important de garder ça à l'esprit alors que ces technologies s'intègrent de plus en plus dans notre quotidien. Et puis ça humanise un petit peu ces présentations qui peuvent parfois sembler trop lisses et parfaites. Et cette conférence avait surtout pour but de présenter les nouveaux smartphones de Google, les porte-étendards de toutes ces avancées en IA, les nouveaux Pixel 9. Et cette nouvelle gamme présente donc 4 nouveaux modèles, 3 smartphones classiques et un modèle pliable. On a donc le Pixel 9 de base, le Pixel 9 Pro et le nouveau Pixel 9 Pro XL, ainsi que le Pixel 9 Pro Fold qui lui est pliable. Et donc tous les modèles arborent le design avec un bloc de photos ovale un petit peu différent donc des modèles précédents qui étaient plus rectangles. Et ils intègrent tous la nouvelle puce G4 Tensor de Google et disposent même d'une fonction SOS par satellite. Et côté prix, ça démarre à 899 € pour le Pixel 9 de base, 1099 € pour le Pixel 9 Pro et 1199 € pour le Pro XL. Et le Pixel 9 Pro Fold quant à lui se positionnera à 1899 €. Et ils arrivent en plus avec des fonctionnalités IA inédites. En plus de l'intégration Gemini, on a Pixel Screenshot qui permet de faire des recherches en langage naturel parmi les captures d'écran que vous faites. C'est pratique pour retrouver des infos sans avoir à repasser sur toutes vos captures. On a également Pixel Studio qui permet tout simplement de générer des images avec le modèle d'image par IA Imagen 3 de Google pour ensuite pouvoir les intégrer dans vos applications, vos conversations pour envoyer les images générées. Et une autre pour la route avec la fonction Add Me qui permet de prendre une première photo, puis une deuxième en ajoutant par exemple la personne qui prenait la photo dans le cadre, et Add Me vient mixer automatiquement le tout pour créer une photo unique avec tout le monde correctement dans le cadre, respectant les lumières, les ombres. Plus besoin de demander à un serveur de vous prendre en photo au restaurant, il suffira de prendre 2 photos différentes. Et ce n'est pas tout, côté hardware, on a également eu le droit à une nouvelle montre connectée Pixel Watch 3 avec l'arrivée d'un modèle un petit peu plus grand de 45 mm en plus du modèle classique de 41 mm et avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la montre peut détecter si le pouls de son porteur s'est arrêté et dans ce cas, elle peut appeler les services d'urgence si la personne ne répond pas à une alerte et qu'aucun mouvement n'est détecté. Et pour une fois, cette fonctionnalité sera d'abord déployée en Europe, c'est assez rare pour le souligner. Et enfin, le dernier produit présenté pour compléter la gamme, les Pixel Buds Pro 2. Ces écouteurs sans fil sont les premiers conçus spécifiquement pour fonctionner avec Gemini. Vous pouvez demander des directions, des rappels ou même des recommandations de chansons, le tout sans même sortir votre téléphone de votre poche. Et du coup, avec l'intégration de Gemini Live, vous pouvez avoir de véritables conversations avec l'IA, comme si vous aviez un assistant personnel directement dans vos oreilles. Et ils sont donc 24% plus légers, 27% plus petits que les Pixel Buds Pro originaux, tout en offrant une réduction de bruit 2 fois plus puissante grâce à la nouvelle puce Tensor A1 qui est intégrée. Et vous savez où vous pourrez acheter toutes ces nouveautés? Sur ma boutique Amazon. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir sans dépenser le moindre centime supplémentaire, il y a une solution toute simple, ma boutique Amazon Le Bretzel. Vous y trouverez entre autres les bons plans tech, mais surtout en passant par mon lien en description amazon.fr/shop/bretzel,
slash le bretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, pas uniquement ce qu'il y a sur la boutique, et ça vient me soutenir directement grâce aux commissions. Par exemple, vous avez besoin d'un nouveau matériel de cuisine, hop, vous passez d'abord par ma boutique, vous faites votre recherche et vous faites vos achats directement, c'est tout. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et voilà pour le résumé des informations importantes de la conférence Google de cette semaine, mais figurez-vous qu'on n'en a pas encore fini avec l'entreprise, décidément ils ont fait parler d'eux cette semaine. Google continue d'améliorer ses AI Overviews, ses résumés générés par IA dans les résultats de recherche. Un changement notable concerne l'affichage des liens web associés au résumé IA. Sur ordinateur, ces liens apparaissent maintenant dans une section séparée à droite de l'écran, et sur mobile, on y accède via des icônes en haut à droite. Google expérimente même l'intégration de liens directement dans le texte du résumé, et selon Google, les premières données suggèrent que l'intégration de liens directement dans les résumés IA augmente le trafic vers les pages liées, mais cette augmentation est probablement par rapport au format précédent des résumés IA, pas par rapport aux résultats de recherche traditionnels. Google étend également la disponibilité des AI Overviews au Royaume-Uni, Inde, Japon, Indonésie, Mexique et Brésil. On va encore attendre un petit peu pour la France. Donc encore une fois, l'intégration de l'IA dans les résultats de recherche de Google est une évolution intéressante, surtout face à la concurrence qui semble se préparer à arriver, mais qui soulève effectivement de nombreuses questions. D'un côté, ça pourrait améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des réponses plus directes et pertinentes, et de l'autre, ça risque de perturber l'écosystème web actuel en réduisant potentiellement le trafic vers les sites sources. Google devra trouver un équilibre assez délicat entre l'innovation et la préservation de l'écosystème web déjà existant. Et attention, on rentre là dans le vif du sujet avec une problématique qui fait grincer des dents pas mal d'éditeurs en ligne. Google, avec ses fameux résumés IA, ses AI Overviews, met les sites web dans une position délicate. Soit ils autorisent Google à utiliser leur contenu pour produire ces résumés, soit ils risquent de perdre en visibilité dans le moteur de recherche. Le problème vient du fait que le Googlebot, le robot qui indexe le web pour produire les résultats de recherche, est également utilisé pour alimenter ces résumés IA. Donc si les éditeurs bloquent l'utilisation de leur contenu pour ces résumés, ils perdent aussi la possibilité d'apparaître dans d'autres fonctionnalités de recherche Google. Donc cette situation met les éditeurs dans une position assez délicate. D'un côté, ils risquent de voir leur trafic diminuer si leurs contenus sont résumés directement dans les résultats de recherche, et de l'autre, s'ils bloquent l'accès à Google, ils perdent une source majeure de visibilité, et en plus, ça donne à Google un avantage considérable sur les autres startups d'IA qui doivent, elles, payer les éditeurs pour accéder à leurs données. Google, de son côté, obtient gratuitement une énorme quantité de données d'entraînement en échange de la visibilité dans ses résultats de recherche. Donc toute cette situation met clairement en lumière le pouvoir considérable que Google exerce sur l'écosystème web. Les éditeurs se retrouvent pris un petit peu au piège, forcés de choisir entre nourrir l'IA de Google ou perdre leur visibilité en ligne. Les régulateurs pourraient avoir un rôle assez important à jouer pour s'assurer que Google n'abuse pas de sa position dominante. Et d'ailleurs, en parlant de régulateurs et justice, suite à la décision d'un juge américain déclarant que Google a illégalement monopolisé le marché de la recherche, le ministère de la Justice envisage sérieusement de proposer le démantèlement de l'entreprise. Le juge Amit Mehta estimait que les 26 milliards de dollars de paiements effectués par Google à d'autres entreprises pour que son moteur de recherche soit l'option par défaut sur les smartphones et les navigateurs web ont effectivement bloqué toute concurrence sur le marché. Et donc, le département de la justice envisage maintenant plusieurs options, dont la plus radicale serait le démantèlement de certaines parties de Google. Les unités les plus susceptibles d'être concernées sont le système d'exploitation Android et le navigateur web Chrome. Une autre possibilité serait de forcer Google à partager davantage de données avec ses concurrents ou de renoncer à ses accords de moteur de recherche par défaut, comme celui de 18 milliards de dollars conclu avec Apple. Et si le juge ordonne effectivement une telle séparation, ce serait le plus grand démantèlement forcé d'une entreprise américaine depuis AT&T en 1984, et Google de son côté a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge Mehta. Donc cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures sur l'industrie tech, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Google a les moyens de se défendre, et ce genre de grosse procédure peut prendre des années, et même si le département de la justice propose un démantèlement, ça signifie pas qu'il sera nécessairement ordonné ou mis en œuvre. Ça sera un processus long et complexe à suivre de près dans les mois à venir. Alors pour être sûr de ne pas rater ce genre d'infos, surtout abonnez-vous pour ne rien rater, et j'en profite, lâchez un petit like si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir. Bon, voilà une grosse partie effectuée, on peut dire que Google avait de quoi faire parler cette semaine. Alors on va enchaîner sur un petit peu plus de légèreté pour souffler un petit peu, et notamment avec cette vidéo d'une fausse pub pour la marque Adidas qui a entièrement été réalisée par intelligence artificielle en seulement 2 heures. Et oui, en utilisant l'IA de
de génération d'images Flux dont on a déjà parlé dans de précédentes vidéos, puis Gen 3 de Runway, l'utilisateur Reddit a réussi à nous générer un spot publicitaire pour Adidas qui est plutôt pas mal. Imaginez un petit peu ce que les grandes marques vont véritablement pouvoir faire avec plus de moyens et de temps dans les années à venir. L'IA risque vraiment de s'implémenter petit à petit dans un grand nombre de domaines. Et en parlant de Flux, de nouvelles fonctionnalités continuent d'être développées par la communauté pour encore améliorer l'IA, comme ici la fonction d'in-painting qui permet tout simplement de sélectionner une partie d'une image générée par Flux ou non et de rentrer un prompt textuel pour modifier l'image avec Flux, comme on voit ici avec ce chien qui va se transformer en lion sans modifier le reste de l'image. Et même Thomas Wolf, le cofondateur du site Hugging Face sur lequel on retrouve tous les modèles open source et les démos qu'on voit souvent ensemble dans mes vidéos, il hallucine du nombre de projets dérivés de Flux sur sa plateforme. C'est la première fois qu'il en voit autant. Je peux vous dire que ça sent vraiment bon pour Flux tout ça. Et d'ailleurs, un chatbot un petit peu moins utilisé que ses concurrents mais tout aussi important a choisi d'intégrer Flux directement pour générer des images. Il s'agit de l'IA Grok d'Elon Musk disponible sur X. L'entreprise d'IA d'Elon Musk XAI vient de lancer Grok 2 et Grok 2 Mini, deux nouvelles versions de son chatbot Grok, et la grande nouveauté c'est que ces modèles intègrent désormais des capacités de génération d'images alimentées par le modèle Flux de Black Forest Lab. Alors les nouvelles versions de Grok promettent des performances améliorées sur lesquelles on reviendra juste après, et donc surtout la possibilité de générer et publier des images directement sur X. Cependant, il semblerait que peu de garde-fous soient en place pour prévenir les abus potentiels sur les images générées, et donc cette fonctionnalité accessible aux abonnés X Premium permet donc de créer pratiquement n'importe quelle image à partir de prompts textuels, y compris des contenus potentiellement problématiques ou offensants. Des utilisateurs ont déjà réussi à générer des images de personnalités politiques comme Donald Trump et Barack Obama dans des situations compromettantes ou illégales, et lorsqu'on lui demande ses limites, Grok affirme éviter de générer des images pornographiques, excessivement violentes, haineuses ou promouvant des activités dangereuses. Il prétend également être prudent concernant les droits d'auteur et ne pas générer d'images trompeuses comme les deepfakes, mais ces règles semblent être plus des réponses générées que de véritables restrictions. Les seules demandes véritablement refusées concernaient la nudité explicite. Au moins, il a encore un semblant de pudeur. Donc cette situation contraste fortement avec les approches d'autres entreprises comme OpenAI qui ont mis en place des restrictions beaucoup plus strictes sur leur générateur d'images. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait déclencher un nouveau débat sur les risques de l'IA générative. Il faudra très certainement que X prenne rapidement des mesures. Elon Musk joue avec le feu et j'espère sincèrement qu'il a prévu un gros extincteur pour gérer les incendies médiatiques qui ne manqueront pas d'éclater. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il ne faut pas que ça éclipse la vraie nouveauté, la toute nouvelle version de Grok. Alors creusons un petit peu plus dans les détails de ce fameux Grok 2 qui fait tant parler de lui. Grok 2 se décline donc en deux versions, Grok 2 et Grok 2 Mini. Donc le premier est le modèle phare, tandis que le second est une version plus légère. XAI affirme qu'une version préliminaire de Grok 2, testée sous le nom de SUS Column R sur le leaderboard LM6, a surpassé à la fois Claude 3.5 Sonnet et GPT-4 Turbo. Selon XAI, le modèle aurait montré des améliorations significatives dans le raisonnement avec du contenu récupéré et dans ses capacités d'utilisation d'outils comme l'identification d'informations manquantes, le raisonnement à travers des séquences d'événements et l'élimination de posts non pertinents pour les résumés d'actualité. Et au niveau des benchmarks plus classiques, Grok 2 et Grok 2 Mini démontrent des performances compétitives dans les domaines tels que les connaissances scientifiques de niveau supérieur avec le GPQA, les connaissances générales avec le MMLU, MMLU Pro et les problèmes de compétition mathématique avec le benchmark maths. Donc ces performances annoncées sont assez impressionnantes, mais comme toujours avec les benchmarks, il faut prendre ça avec des pincettes. On sait que ces tests ne reflètent pas toujours la réalité. J'ai hâte de voir Grok 2 à l'œuvre dans des situations réelles, notamment pour voir comment il gère les nuances et l'éthique. Il sera intéressant de voir comment Grok 2 se compare à long terme à des modèles comme GPT-4o ou Claude 3.5. Et par contre, comme le fait remarquer cet utilisateur dans ce post sur X, c'est vrai que le premium de X peut vraiment devenir intéressant à seulement 8$ par mois, étant donné qu'il donne accès à Grok, donc un chatbot, et à la génération d'images avec Flux, donc c'est effectivement un des meilleurs plans IA actuellement. Et d'ailleurs, Elon Musk indique ici qu'ils sont aussi en train de préparer leur propre modèle de génération d'images par IA, et que l'utilisation de Flux n'est que temporaire, mais que leur modèle maison ne sera pas disponible avant plusieurs mois. En tout cas, avec l'intégration Flux, ils ont mis la barre assez haute en termes de qualité. Il faudra au moins faire équivalent avec leur propre modèle. Hâte de voir ça en action. Et en parlant de générateur d'images par IA, il semblerait qu'on ait également du nouveau du côté de Midjourney. Midjourney vient de franchir une nouvelle étape en lançant un nouvel éditeur sur sa version web et en élargissant l'accès à son site internet. Ce nouvel éditeur web combine des fonctionnalités clés comme
reframe, repaint, vari-région, pan et zoom dans une seule interface. Donc ça simplifie considérablement le processus d'édition qui nécessitait avant de jongler entre différentes commandes et interfaces. Et en plus de ces améliorations, Midjourney élargit également l'accès à sa plateforme web. Les utilisateurs qui ont créé au moins 10 images sur le serveur Discord de Midjourney peuvent maintenant utiliser le site web de l'entreprise. Donc en 3 prompts, c'est réglé. C'est à se demander pourquoi il est toujours nécessaire d'en générer 10. En tout cas, ces améliorations de Midjourney sont une excellente nouvelle. L'interface web est plus conviviale et l'accès élargi devrait rendre l'outil plus accessible à un public plus large. Et attention, parce qu'un tout nouveau modèle de génération d'images par IA devrait arriver très prochainement au nom de code Mystic et la qualité semble vraiment pas mal du tout du niveau de Midjourney et Flux. Par contre, à mon avis, je vais continuer de préférer Flux ou Stable Diffusion car le créateur de Mystic est le même qui a créé l'outil IA Magnifique pour améliorer la qualité des images par IA à 40 € par mois. Donc ça m'étonnerait grandement que cette fois il propose un outil open source ou gratuit. On suivra ça quand même pour voir un petit peu les résultats. Bon, par contre, on a du nouveau du côté open source avec un tout nouveau modèle d'IA qui se veut plus neutre. Nous Research, une entreprise de recherche en IA, vient de sortir une nouvelle famille de modèles de langage appelée Hermès 3. Hermès 3 comprend des modèles de 8, 70 et 405 milliards de paramètres basés sur le modèle open source Llama 3.1 de Meta. Et ce qui distingue Hermès 3 d'autres modèles, c'est qu'il n'y a pas de crime de pensée latent comme indiqué dans le rapport technique. En d'autres termes, Hermès 3 ne refusera pas d'instructions pour des raisons morales, contrairement à certains autres modèles. Et donc ces modèles sont conçus pour suivre précisément les instructions et s'adapter à la vision du monde spécifiée dans le prompt système. En gros, c'est comme si vous aviez un assistant virtuel capable de suivre vos instructions à la lettre sans se soucier de la morale ou de l'éthique. Et en plus de ça, les modèles Hermès 3 obtiennent des scores très élevés dans plusieurs benchmarks, surpassant même les modèles sous-jacents Llama 3.1 de Meta. Donc l'approche de Nous Research avec Hermès 3 est assez intéressante, notamment leur volonté de créer des modèles hautement contrôlables sans restrictions éthiques intégrées. Ça pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour la recherche et le développement en IA, mais ça soulève évidemment aussi des questions éthiques importantes sur la responsabilité dans l'utilisation de tels modèles. Il sera intéressant de voir un petit peu comment la communauté IA réagira à cette approche et quelles mesures de sécurité seront mises en place autour de ces modèles. Et en parlant d'innovation, une équipe de chercheurs vient de développer un modèle qui pourrait redéfinir les IA actuelles. Une équipe de chercheurs en IA de l'université Tsinghua a développé un modèle de langage appelé Longwriter et ce modèle serait capable de générer des sorties de texte allant jusqu'à 10 000 mots. Jusqu'à présent, la plupart des LLM semblaient limitées à environ 2000 mots et les chercheurs suggèrent que c'est parce qu'ils ont tout simplement été entraînés sur des documents courts et donc dans leur nouvelle approche, ils ont découvert que si les LLM sont légèrement modifiés puis entraînés sur des documents beaucoup plus longs, ils sont capables de produire des documents beaucoup plus longs. Ils ont publié le code open source de leur modèle sur GitHub, permettant ainsi à d'autres de développer ce travail et ils ont également publié une vidéo juste ici montrant un petit peu les capacités de leur modèle, générant plus de 7800 mots en une seule réponse. Donc cette avancée est vraiment impressionnante et pourrait avoir des implications majeures pour les futurs modèles d'IA. On pourrait avoir des LLM capables de générer des textes beaucoup plus longs qui pourraient être utilisés pour créer des livres entiers, des scénarios de films ou des rapports de recherche bien détaillés. À voir un petit peu comment ces nouveaux résultats de recherche seront utilisés. Et tant qu'on est sur les recherches en IA, accrochez-vous bien à vos blouses de laboratoire les scientifiques parce que la concurrence arrive. Sakana AI, en collaboration avec des scientifiques des universités d'Oxford et de Colombie-Britannique, a développé un système d'IA capable de mener des recherches scientifiques de bout en bout de manière autonome. Cette innovation, baptisée tout simplement The AI Scientist, donc le scientifique IA, promet de transformer complètement le processus de découverte scientifique. Et donc cette IA scientifique automatise l'ensemble du cycle de vie de la recherche, de la génération de nouvelles idées à la rédaction de manuscrits scientifiques complets. Il peut générer des idées de recherche, concevoir et exécuter les expériences, analyser les résultats et même effectuer une évaluation par les pairs de ses propres articles. Les chercheurs affirment que l'AI Scientist peut produire un article de recherche complet pour environ 15 $ en coût de calcul. Donc ça représente une avancée majeure dans l'automatisation de la recherche scientifique. Son potentiel pour accélérer les découvertes est immense et ça pose évidemment des petites questions sur l'importance de l'intuition et de la créativité humaine dans la recherche. Il faudra encore une fois trouver un équilibre entre l'efficacité de l'IA et la direction humaine dans la recherche scientifique. Bon, et maintenant qu'on a un nouveau collègue IA pour les scientifiques, il semblerait qu'on ait une nouvelle tentative pour les ingénieurs logiciels. Cozine, une startup d'IA basée à San Francisco, a dévoilé Jenny, un nouveau modèle d'IA conçu pour assister les développeurs de logiciels. L'entreprise affirme que Jenny surpasse significativement ses concurrents dans les benchmarks et c'est ainsi que Jenny a obtenu un score de 30% sur le test SWE Bench, le plus élevé jamais atteint par un modèle
d'IA dans ce domaine. L'architecture de génie vise à répliquer les processus cognitifs des développeurs humains. Il peut corriger des bugs, développer de nouvelles fonctionnalités logicielles, restructurer du code et effectuer diverses tâches de programmation de manière autonome et collaborative. Donc ces performances revendiquées par Cosin pour Genie sont vraiment impressionnantes, et si ces résultats se confirment, ça pourrait représenter une avancée significative dans le domaine des assistants IA pour le développement logiciel. Mais il faut toujours prendre ces affirmations avec prudence jusqu'à ce qu'elles soient vraiment vérifiées de manière indépendante. On en a déjà vu assez se targuer d'avoir la meilleure IA possible pour tel domaine et finalement ne pas prouver ses exploits une fois disponibles. Et si on retourne plutôt du côté des vidéastes avec des IA de génération de vidéos, on a deux bonnes nouvelles cette semaine pour conclure. On a tout d'abord Luma Labs qui met à jour son IA de génération de vidéos Dream Machine en passant à la version 1.5 avec des vidéos de meilleure qualité, une meilleure compréhension des prompts, une gestion du texte dans les vidéos, une mise à jour vraiment bienvenue pour Dream Machine qui commençait un petit peu à se faire éclipser par ses concurrents comme Kling et plus particulièrement Gen 3 de Runway. Et d'ailleurs, Runway vient de rendre disponible pour tout le monde, même les utilisateurs gratuits, Gen 3 Alpha Turbo, une version de son IA de génération de vidéos qui est 7 fois plus rapide et coûte moitié moins cher que son prédécesseur, tout en maintenant une qualité similaire. Et on a ici Eric Luo, un utilisateur de Runway, qui a comparé les deux modèles et partagé ses conclusions ici sur X. Donc Luo nous rapporte ici que le modèle de base gère mieux les mouvements dynamiques, les mouvements complexes et les changements, mais qui est plus sujet aux distorsions, alors que pour des mouvements plus simples et plus stables, le modèle turbo fonctionne mieux avec moins d'artefacts de mouvement. Dans un exemple ici de prompt où le dragon crache du feu par la bouche, le modèle normal a produit un effet de feu beaucoup plus impressionnant que le modèle turbo où le feu qui a été généré est carrément ridicule. Donc il y a toujours des compromis à faire entre vitesse et qualité. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce dont cette IA Gen 3 Alpha de Runway est capable avec des exemples assez fous, foncez vite voir cette vidéo. Vous allez vite vouloir tester ça vous-même. Et n'oubliez pas de liker, commenter et surtout partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.